Manifesta! Dus, welkom iedereen op de PvdA Plaza. We gaan nu de ontmoeting met Juliana Lumumba hebben. Voor wie een vertaling nodig heeft, zijn er vertalingsapparaat bij Elise. Ça va? Dat is kanaal 1, naar het Nederlands. Merci et la parole est à nos invités. Bonjour à tous. Comme Simon l'a dit, moi c'est Nabil. Je suis député fédéral pour le PTB et j'ai l'honneur aujourd'hui de m'entretenir avec Madame Juliana Lumumba. L'essence de notre entretien va consister de discuter sur les rapports entre la Belgique et le Congo. La Belgique et le Congo, ils ont un passé commun, un passé qui n'est pas perçu de la même manière. Et aujourd'hui, ils sont menés à mener des relations ensemble. Et la première question que je voulais poser à Madame Lumumba, c'est suite au passé colonial que connu la Belgique et le Congo, comment on peut envisager les rapports d'aujourd'hui? De quelle manière on peut entamer ces rapports pour qu'ils soient d'égal à égal et pas dans la logique qu'on a connue par le passé? Bon, en tout cas, je remercie d'abord de voir qu'il y a autant de personnes qui sont intéressées, qui sont là. Et nos rapports, d'abord, nous avons une histoire commune de 80 ans, avec ses bons et ses mauvais côtés, et que nous ne pouvons pas nier et que nous ne pouvons pas changer. Et je pense que ce soit du côté congolais ou du côté belge, on devrait arriver à assumer notre histoire commune, avec ses hauts et ses bas, ses atrocités et ses joies, ses bonheurs et ses malheurs. Et à partir du moment que nous allons assumer notre histoire, des deux côtés, que nous pourrons maintenant réellement discuter ensemble dans le respect et aller plus loin parce qu'on a aussi un avenir commun, mais cela dépend que de nous. Parce que jusqu'aujourd'hui, à mon avis, on n'a pas encore assumé notre passé, ni du côté congolais, ni du côté belge. Du côté belge, on a fait quelques avancées en parlant de la colonisation, mais chez nous, non. On n'en parle jamais. Cela n'existe pas. Et donc, pour moi, c'est important qu'on puisse assumer cela. Parce qu'elle ne va pas changer cette histoire. Il y a eu des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien. On a eu des choses positives, des choses négatives. Assumons et grandissons ensemble. Et à partir du moment que nous voulons réellement réfléchir, qu'on pose le diagnostic ensemble, réel à ce diagnostic, nous pouvons faire notre futur, notre présent et notre futur commun. Et c'est ce que je pense. On parle d'assumer notre histoire commune. Question, ça consisterait en quoi le fait d'assumer? Est-ce que ça passe par exemple, des excuses officielles par rapport au passé qu'il y a eu? Parce que quand on parle de la colonisation belge-Congo, on parle de plus de 10 millions de morts. Ça veut dire que c'était quelque chose qui a touché profondément la société congolaise. Est-ce qu'on assumait, on veut dire aussi, faire des réparations par rapport à ce qui a été pris au Congo? Qu'est-ce qu'on veut dire par assumer? Est-ce que ça doit être des démarches officielles de la part de la Belgique pour reconnaître ce malaise qui a été produit au Congo et faire des réparations par rapport à ça? Le malaise n'est pas seulement qu'officiel, parce que quand on parle de colonisation, la colonisation n'a pas été seulement un fait d'État. Ça a été aussi un fait économique, un fait culturel, un fait de tout. Mais on en a énormément parlé. Moi, en tant qu'Africaine qui est de l'autre côté, ce n'est pas seulement vis-à-vis de la Belgique, je vais parler de façon générale. Je suis toujours un peu pas très à l'aise quand on réduit l'histoire de l'Afrique à
la colonisation, quand on réduit l'histoire de l'Afrique à la traite négrière. Hein, on doit pouvoir transcender cette histoire et parler de l'Afrique et de son histoire réelle parce que c'est une question identitaire. Cela ne veut pas dire que je nie la colonisation, elle a existé. On nous a colonisés, on nous a asservis, on nous a avilis, on nous a pris nos terres et veut continuer à venir prendre nos richesses. Tout cela existe. Mais l'Afrique n'est pas que ça. Mais on ne parle de l'Afrique qu'à partir de la colonisation ou de la traite négrière qui a existé, qui était une horreur. Mais l'Afrique n'est pas née à Berlin. L'Afrique n'existe pas depuis Berlin. Il faut commencer à parler de l'histoire de l'Afrique et en ce qui me concerne, moi, en tant que Congolaise, transcender cette histoire de la traite négrière et transcender la colonisation. L'Afrique n'est pas 80 ans d'histoire. Le Congo n'est pas 80 ans d'histoire uniquement avec la Belgique. Au-delà de ça, nous avons eu des empires. L'empire de Sokoto, nous avons eu une écriture, l'écriture de Moroé. Nos racines, elles existent aussi, qui sont au-delà de cette histoire. Des racines auxquelles on peut s'identifier et en être fier. Parce que la colonisation a fait quoi? Elle n'a pas seulement pris nos terres, mais elle a aussi colonisé nos cerveaux. Elle a fait de l'homme africain un homme irresponsable et infantilisé. Il n'y a pas que ça, je ne nie pas, je le dis, cela existait. Mais il n'y a pas que ça. Cela veut dire quoi? On ne peut pas toujours parler d'une seule partie, de faire que les pauvres petits nègres, ils ont été colonisés par les méchants blancs et qu'ils ont été infantilisés. Oui, cela existait, mais il n'y a pas que cela. Okay? Il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Prenons l'histoire dans son entièreté. Ne réduisons pas à ce qui nous a réduits, il nous a colonisés, et on doit décoloniser aussi nos esprits, nous les Africains. Parce que c'est facile de toujours montrer du doigt les autres et nous. Ça fait 50 ans ou 60 ans aujourd'hui que les Blancs sont partis. Ok? Les Belges, vous êtes partis depuis 50 ans, 60 ans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi des problèmes. Il y a des problèmes de corruption. La corruption n'est pas particulière à l'Afrique. Ok? Même chez vous, il y en a. Mais il y a aussi des problèmes de droits de l'homme. Mais c'est entre nous. C'est-à-dire, on doit voir les choses globales, assumer, quand je dis assumer, on assume notre histoire dans sa globalité, dans ce qui est positif, dans ce qui est négatif, de notre côté. Parce que si on ne pose pas un diagnostic réel sur notre propre histoire, on ne peut pas s'approprier une réparation ou quelque chose qu'on doit faire. On pose un diagnostic réel sur notre propre histoire, sur notre propre vécu, sur la colonisation, du côté congolais et du côté belge. Et c'est de là qu'on pourra, à partir du moment qu'on pose un diagnostic d'un côté ou de l'autre, on va pouvoir formuler ce qu'on veut faire. Et on va s'approprier cela. Parce que nous avons fait un diagnostic. C'est ne pas de venir dire, oui, j'ai été la colonisée, vous nous avez colonisé, on doit faire ceci. Nous, assumons. Parlons, diagnostiquons réellement ce que nous avons ressenti et comment nous l'avons vécu. Comme ça, on peut s'approprier de part et d'autre ce que nous voulons faire ensemble, ce que nous voulons bâtir ensemble. C'est comme ça que je... Si je comprends bien, ça veut dire se redéfinir en fait l'identité africaine et, à travers la colonisation comme faisant partie de cette histoire, mais pas l'ensemble. Mais qu'elle ne représente pas l'ensemble de l'histoire de l'Afrique, mais qu'elle n'est une partie, mais qu'il y a encore beaucoup plus large que ça, il y a toute une histoire pré-coloniale qui a une richesse. C'est-à-dire, importante. il y a notre identité. Notre identité ne se réduit pas à la traite négrière, elle ne se réduit pas à l'esclavage. Nos racines, c'est-à-dire, pour parler simple, de l'Oural à l'Atlantique, la culture occidentale se reconnaît dans la civilisation judéo-chrétienne. Ok? On dit qu'elle descend de la culture gréco-latine. Ça fait partie de votre identité. Ça fait partie de votre culture. Que vous le niez ou pas, c'est votre ADN. N'est-ce pas? Et tous les peuples, et vous en particulier, sont issus de leur histoire. C'est l'histoire qui vous donne la force d'aller plus loin et de bâtir votre futur et votre présent. Nous aussi, les Africains, nous avons besoin de revenir à notre propre histoire, qui existe.
qui sont les racines pharaoniques, qui est l'écriture de Méroé, qui a eu les grands empires Zoulou, de Gao, de Tombouctou. Tout cela a existé et c'est... On peut les lire, on peut les voir, on peut dater. Mais nous devrions, nous, Africains, de différents pays, reconnaître cela et nous retrouver dans nos aspirations communes. Parce qu'on a fait de nous aussi des peuples divisés, avec Berlin. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que cette histoire n'est pas prise en considération dans la culture africaine? C'est ce que je dis, nous devons, c'est-à-dire moi j'appelle plutôt à qu'il y ait une solidarité, une unité africaine, qui soit l'unité des peuples. Parce que ces peuples-là, si on ne prend que Berlin, il y a eu des divisions artificielles. Mais si nous prenons notre identité réelle, c'est pas ce que je dis, c'est documenté, cela existe, on le sait. Mais nous ne l'enseignons pas. Ça passe par l'éducation. Ben évidemment, ça passe par l'éducation, ça passe par l'enseignement et ça c'est très important. Comme cela s'est passé en Occident, donc on n'invente rien. Et du coup, moi, ça me fait penser à une autre interrogation, c'est que je vous rejoins tout à fait, le fait de s'approprier sa propre culture, de connaître son histoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais quand on voit par exemple la situation actuelle en Afrique, il y a cet aspect qui manque, que vous avez signalé. Ça, c'est une chose. Mais d'un autre côté, il y a toute une politique occidentale qui est menée en Afrique. Quand on prend par exemple l'exemple de la France-Afrique, où il y a une domination économique. Il y a par exemple des multinationales européennes qui considèrent l'Afrique comme leur propre jardin. Maintenant, à travers cette démarche de reconnaître son histoire et de refaire sa propre identité, comment on peut envisager de faire face à cette force économique qui, elle, son principal intérêt est celui de l'exploitation des richesses africaines. Et le Congo, dans cette configuration, représente une source de richesse très importante. C'est un des pays les plus riches au monde en termes de minerais et représente une concurrence féroce entre les différentes multinationales occidentales. Du coup, cette reprise on va dire, d'identité et de se réaffirmer comme peuple africain peut se confronter à cette attaque d'intérêts privés. C'est-à-dire, quand on parle de ça, on a l'impression qu'on veut seulement parler d'un truc culturel qui est complètement ésotérique. C'est pas vrai. C'est-à-dire, on a besoin aussi, parce on est nos propres détracteurs, souvent, qu'on soit congolais ou pas, parce que je dis décoloniser, mais c'est décoloniser nos esprits. Il faut aussi que les gens aient confiance de nouveau en eux, hein, qu'ils se réapproprient, mais par des actions concrètes. Je vais parler d'un truc qui est très simple, qui n'a rien à voir. Par exemple, il y a les Maasai, hein, les Maasai, qui est la société culturelle la plus connue, et ils ont créé Maasai Intellectual Property. Bon, ils se sont organisés et ils en avaient assez qu'on les prenne simplement pour empire, comme on dit, leur culture, leurs chansons, leurs vêtements, même par le luxe. Et ils ont commencé la bataille. Et aujourd'hui, les 15 millions de Maasai, hein, on n'a plus le droit d'utiliser leur culture et leur dessin sans que ça revienne. Donc, politiquement et économiquement, d'abord, on a connu qu'est-ce que c'est que la réalité Maasai, pas seulement les clichés qu'on voit dans les films, quelle est leur réalité de vie. Et aujourd'hui, les 15 millions de Maasai, ils ont un retour de ce qui est glané à leur nom. Okay? Quand on a confiance en soi et dans sa culture et dans ce qu'on peut produire pour demain, on a aussi ce qui s'est passé en Éthiopie avec les dominations de leurs différents cafés. Hein? Ils sont rentrés en guerre contre Starbucks. Starbucks, le géant américain, pour récupérer les noms de leurs meilleurs cafés. C'est le Hargar, l'autre, bon, il y en a 3. J'ai oublié les noms, je crois que je les ai notés quelque part. C'est leur appellation à eux originelle. Mais ça a un impact économique. Et
parce qu'ils avaient confiance en eux, et parce qu'ils avaient confiance qu'ils pourraient gagner, ils ont récupéré les 3 dénominations qui leur appartiennent et toute personne qui utilisera ce nom, et ça a augmenté au niveau du PIB du pays par rapport au café. C'est-à-dire, je prends des exemples comme ça pour dire que ce n'est pas uniquement une incantation culturelle pour dire on est beau, on est gentil, on va changer. Non, on a besoin aussi de décoloniser notre esprit pour pouvoir se lever et de dire nous avons quelque chose à donner aujourd'hui, demain, dans cette mondialisation, parce que la mondialisation, c'est un fait, on doit s'y adapter. Et on a des choses à donner. On a des choses à partager, et même économiquement. Oui, on est un des pays les plus riches, mais est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à rentrer en concurrence ou à rentrer à discuter sérieusement avec ceux qui viennent faire les extractions de ce pays? C'est un problème. C'est-à-dire, si demain, vous venez au Congo pour faire de l'extraction minière et que vous avez besoin d'un carré minier, ok? On va vous donner la licence, mais à condition que vous fassiez une expertise géologique. L'expertise géologique coûte très cher. Ça peut aller jusqu'à 100 000 $. Mais vous savez où est-ce qu'on l'achète? Les cartes, ici en Belgique, pas au Congo, parce qu'elles existent ici. Les archives sont ici. Et la bataille, c'est de le récupérer. J'extrais chez moi, et je dois payer la Belgique pour avoir le stress géologique. 100 000 $. Donc, ce n'est pas uniquement... On a besoin de réavoir confiance en nous. On a besoin... Quand je dis cela, ce n'est pas vous qui allez le faire, c'est nous, Congolais. C'est nous, Africains, qui devons faire cette démarche. Pour qu'on puisse venir vous parler en homme indépendant, tout à fait normalement, dans le respect. Ce n'est pas une revendication vindicative contre qui que ce soit, parce qu'il n'y a pas les bons d'un côté, les mauvais d'un côté. Il y a une histoire commune, on doit pouvoir les diagnostiquer et de parler en adulte pour aller plus loin. C'est comme ça que moi je vois les choses. Ça veut dire, si je comprends bien, c'est que ce combat qui peut être économique social et culturel. et social ne peut pas se mener sans mener le combat politique et culturel. Oui. Ça veut dire à la fois le combat des Africains contre eux-mêmes et contre leur propre éducation coloniale, l'éducation coloniale qu'ils ont eue, et en même temps le combat politique pour se réapproprier leur propre identité. Comme, par exemple, l'exemple des cartes, il est très flagrant. Ça veut dire que même si le Congo veut extraire des minerais, il est obligé de passer par la Belgique. N'importe quelle personne qui veut investir au Congo, c'est comme ça que cela se passe. Ouais. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est-à-dire je parle de nos relations entre le Congo et la Belgique. C'est vrai qu'il y a des efforts qui doivent être faits par la Belgique, mais il y a des efforts qui doivent être faits par nous-mêmes. Si nous ne le réclamons pas, pourquoi les Belgiques vont les rendre? C'est-à-dire quand même qu'on doit pouvoir se placer en tant qu'adulte, qu'on puisse venir discuter d'un côté et de l'autre. Ce n'est pas que je nie ce qui a été négatif. Oui, c'est une histoire commune qui est faite de beaucoup de choses, okay? De bon, de mauvais. Quand on dit qu'il faut réparation, elle a existé, la colonisation, je ne la nie pas. Elle n'a pas été positive. Mais de l'autre côté aussi, aujourd'hui, 60 ans après, il y a aussi des choses que nous devons arranger pour qu'on puisse venir faire un diagnostic commun dans notre relation commune pour avancer. Et je pense que cette démarche, par le passé, l'Afrique a tenté d'aller dans ce sens-là. On connaît certains leaders africains, et notamment Patrice Lumumba, Sankara. C'est des leaders qui sont allés dans le sens que vous dites, ça veut dire avoir notre propre identité et mener cette lutte politique et culturelle. Mais là, le rôle de la Belgique, dans le cas du Congo, a été de contrer cette démarche-là et mettre tout en œuvre pour qu'elle n'aboutisse pas. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, cette démarche peut aboutir? Je reviendrai toujours à dire accepter notre passé commun. Je viens de le dire tout à l'heure parce qu'on m'a dit qu'est-ce que cela représente pour moi qui est une place Patrice Lumumba.
Mon père, donc Patrice Lumumba, a plus de 30 ou 40 rues en son nom dans différents pays, dans différentes places, mais qu'il en ait une qui est ici en Belgique, pour moi, ça représente beaucoup. Parce que d'abord, c'est un passé commun, et je dis enfin, en Belgique, on reconnaît Patrice Lumumba qu'il a fait partie de cette histoire commune. Maintenant, qu'est-ce qu'on y met dedans du côté positif ou négatif, je ne vais pas commencer à en parler, chacun a son avis, parce que c'était un homme politique, il y a ceux qui sont pour lui et ceux qui sont contre lui. Évidemment, moi je suis pour lui, je trouve que c'est un héros positif. Mais maintenant, il était très important, non seulement pour moi en tant que fille Lumumba, mais en tant que Congolaise, que cette histoire, enfin, on assume qu'il y a eu une histoire commune. Parce que Patrice Lumumba ne fait pas partie uniquement de l'histoire du Congo. Il fait partie de l'histoire de la Belgique. Et quand on le dit comme ça, les gens regardent. Je dis non, il fait partie de l'histoire de la Belgique. Il fait partie de l'histoire du Congo. Donc qu'on assume une partie, c'est important. C'est important parce que quand on assume, comme on dit chez nous, on grandit. Et on peut se parler. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, acceptons ce fait. Et ce fait a été accepté. Et pour moi, ça fait beaucoup. Qu'il y ait une place ici, qu'il est là, et qu'on a accepté qu'il fait partie de cette histoire. Maintenant, je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont contre, énormément de personnes qui sont pour, mais cela ne va rien changer au fait que mon père était un leader qui a été assassiné. Maintenant, quelles sont les responsabilités partagées par les uns et les autres, ça encore, l'histoire ne l'a pas dit, la vérité n'est pas là. Mais qu'on assume cette partie, que cette histoire est commune, qu'il a été là, qu'on met une place là. Et je remercie évidemment tous ceux qui ont milité pour cela, les Congolais, les Belgo-Congolais, les Belges tout court, qui ont milité pour que cette histoire soit là et qu'elle existe. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Et pour beaucoup de Congolais au pays, cela veut dire énormément. Et c'est important parce que cette partie a été assumée, mais de l'autre côté, elle ne l'a pas encore été. Parce que s'il y a des Belges qui ont assumé une partie, il y a aussi des Congolais qui étaient impliqués dans cet assassinat et on n'en parle jamais, cela n'existe pas. Il n'y a jamais eu même de session parlementaire pour vous dire qu'il n'y a pas que des torts d'un côté et que des bons de l'autre côté. On doit assumer des deux côtés pour qu'on puisse avoir un avenir commun. Et c'est comme ça que je le pense. Et notamment en partant sur la place Lumumba, c'est tout un collectif, il y a un groupe d'associations et d'organisations qui ont lutté pendant 10-15 ans pour avoir cette place Lumumba qui signifie beaucoup. Ces mêmes organisations ont comme revendication d'enseigner l'histoire coloniale dans l'enseignement belge. Et en étant convaincu que l'apprentissage de cette histoire coloniale de manière officielle dans l'enseignement belge pourrait être une clé aussi pour connaître cette partie de l'histoire d'un côté et d'un autre côté pour décoloniser aussi les esprits occidentaux, parce que quand on parle d'esprits colonisés, c'est vrai qu'il y a dans la mentalité africaine où ça peut encore exister, mais ici aussi en Europe, vu qu'il y a une ignorance où on cache cette histoire coloniale, il y a certains clichés, certains réflexes coloniaux qui persistent. Et le fait de les démanteler, ça passe aussi par une éducation et par un système éducatif qui prend la question de la colonisation comme une question fondamentale dans l'enseignement belge. Est-ce que ça vous paraît quelque chose d'important que dans l'enseignement belge, cette histoire soit enseignée de manière critique et pas juste pour dire que les Belges ont été construire des autoroutes au Congo et apporter la civilisation, mais plutôt avoir une approche beaucoup plus critique sur cette période de l'histoire. Évidemment, c'est une nouvelle et c'est une information absolument capitale et très importante parce que cela fait partie
de l'humanité tout court, c'est-à-dire du vivre ensemble. Et quand les gens connaissent la réalité telle que les choses, je crois qu'il y a un autre regard sur l'autre, sur l'altérité, sur l'autre qui vit dans votre territoire, et même dans les processus mentaux des gens. Parce que quand on vit, et c'est très important, et ça passe par l'éducation, et je pense que c'est un grand pas en avant, parce que ce n'est pas tous les pays qui ont eu des colonies, qui ont eu ce courage de pouvoir enseigner l'histoire coloniale à l'école. Et c'est très important, parce que je souhaiterais aussi qu'on puisse enseigner l'histoire coloniale au Congo, du point de vue congolais. Mais on ne l'a pas encore fait. Mais j'espère qu'on va suivre les Belges cette fois-ci. Mais j'ai entendu dire qu'il y a même des manuels scolaires au Congo qui sont faits en Belgique, qu'il y a encore une empreinte, en tout cas belge, sur le manuel scolaire congolais. Depuis toujours, nous sommes formés en Belgique. Les manuels sont des manuels scolaires belges. Et je pense, quand je dis qu'on devrait se désaliéner et savoir que nous pouvons nous-mêmes écrire nos propres manuels pour nos propres enfants. Parce que l'histoire n'est pas neutre. C'est qu'est-ce que nous voulons que les élèves, les jeunes, sachent de leur propre histoire. À quoi doivent-ils s'identifier? Et c'est ça qui est important. Mais il y a quand même tout un mouvement aujourd'hui au Congo, que ce soit par les professeurs, que ce soit par les enseignants, que ce soit par des politiques, mais surtout par beaucoup de jeunes qui souhaiteraient avoir une vue qui est beaucoup plus réelle, qui est beaucoup plus identitaire par rapport à leur propre histoire. Et ils demandent de plus en plus à ce que l'enseignement aussi change, qu'il soit plus l'enseignement qui commence par le français, mais qui commence par les langues nationales jeunes, et que les manuels soient revus, parce que c'est absolument aberrant quand vous allez dans un manuel et vous parlez de pommes à quelqu'un qui n'a jamais vu de pommes, d'ascenseur, il ne connaît pas ce que c'est. Non, mais je ne rigole pas, mais c'est une réalité. Donc, il y a ce mouvement qui est là, mais ça va prendre de l'ampleur pour que ce soit réellement au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Et je pense que pour aboutir dans ce combat, ma question va porter sur la méthode et sur les moyens pour le faire. On a parlé de l'éducation, on a parlé d'une lutte politique, on a parlé de se réapproprier l'histoire. Mais est-ce que c'est quelque chose, par exemple, on en a parlé dans le cadre du Congo, mais est-ce que c'est quelque chose qui ne concernerait pas en fait tous les anciens pays colonisés, et c'est un combat qui doit se mener de manière concertée, globale. Je me pose la question, est-ce que par exemple le Congo doit mener cette lutte-là contre la Belgique, ou doit-il l'intégrer dans une lutte commune avec la France-Afrique, avec les pays de l'Asie du Sud-Est, avec les pays d'Amérique latine? Est-ce que c'est une lutte, vous la voyez, plus globale et internationale, ou bien c'est chaque pays doit adapter sa propre lutte? Je n'ai pas de prêt-à-penser, comme on l'a toujours fait pour donner à l'un ou à l'autre, mais je ne vois pas non plus pourquoi est-ce qu'on doit lutter contre qui que ce soit la Belgique ou contre la France. On doit lutter pour quelque chose. Et je crois que si on mène un combat pour la dignité du Congolais ou la dignité de l'homme africain, on mène un combat pour la vérité historique, on mène un combat pour un vivre ensemble et pas contre quelqu'un. C'est pas de cette manière-là qu'on puisse je ne pense pas qu'on peut bâtir quelque chose quand on combat les autres. Nous sommes tous des humains avec nos forces et nos faiblesses. Et ici, je suis congolaise, il y a les Belges. Je crois que je pouvais avoir beaucoup de griefs contre les Belges, mais je n'en ai pas. Il faut avoir la vérité. Parce que se venger de quoi? Il faut bâtir ensemble. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé pour ne pas faire les mêmes erreurs, mais il faut aller vers l'avant et bâtir. Et je pense que nous pouvons le faire, parce que quand vous dites avec qui, asseyons-nous et réfléchissons ensemble. Parce que si on réfléchit, chacun de sa manière, et qu'il donne son propre diagnostic, comme ça, quand on réfléchit, on peut s'approprier ce qu'on a à faire ensemble. Parce que venir toujours
comme on l'a toujours fait pendant la colonisation. Donc, vous devez faire ceci. C'est comme ça que la manière... Ça ne marche pas. Hein, c'est-à-dire, bon, tous les pays africains, on a eu des experts de tous les pays du monde qui étaient tous étrangers, toujours blancs. Ils ont, avec la meilleure volonté du monde, ils nous ont donné des bonnes idées, mais comme ce ne sont pas les nôtres, c'est pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire, les gens n'étaient pas, ils se sont pas appropriés ces idées. Donc c'est normal qu'elles échouent, parce qu'ils n'y croyaient pas. On ne peut pas exporter une idée. Non, c'est-à-dire vous pouvez exporter, mais si la personne ne l'accepte pas réellement, comment voulez-vous qu'il puisse le reproduire correctement? Il n'y croit pas. Il a entendu, ok, j'écris, et après, ah, c'est comme ça. Ah bon. Non, il faut se réapproprier, mais du moment que vous n'avez pas fait le diagnostic de ce qui ne va pas vous-même, avec les autres, vous ne pouvez pas vous réapproprier, vous ne pouvez pas reproduire quelque chose qui est réellement libérateur ou bien qui est réellement positif. Parce que ce n'est pas vous. Vous copiez. Vous imitez. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter parce que ça ne vient pas de vous. Vous ne savez pas comment continuer. Vous ne vous êtes jamais approprié. Elle ne vient pas de vous. Vous ne la comprenez pas réellement, cette idée. Ce n'est pas que vous êtes bête. Non. Elle n'est pas vous. On vous l'a amené de l'extérieur. C'est-à-dire, on doit être, c'est-à-dire, c'est par rapport à votre identité, par rapport à ce que vous êtes. On peut vous donner toutes les idées, mais si cela ne vous correspond pas, elle ne va jamais marcher. Ça doit venir des peuples eux-mêmes, Oui. par exemple du peuple congolais. Oui. C'est Et de même lui du que ça peuple doit belge, venir. quand vous me dites qu'est-ce que vous pensez, comment est-ce qu'on va faire, je ne peux pas penser à la place d'un Belge. Mais Je c'est- peux penser avec lui, on va réfléchir mais c'est ensemble, une mais question- chacun par rapport à son vécu, à son identité, à ce qu'il pense, à sa manière de réagir. Mais c'est une question que je voulais vous poser qui va un peu dans le sens de ce qu'on est en train de dire, c'est que ce combat que vous menez pour l'indépendance culturelle et politique, une autonomie du Congo, mais on l'a bien compris, de l'Afrique en général, c'est un combat qui est partagé par énormément de citoyens dans le monde qui n'ont pas de lien direct ou indirect avec l'Afrique. Par exemple, ici en Europe, il y a énormément de personnes qui refusent, au fait, cette attitude, on va dire, condescendante des pays européens ou des pays occidentaux en général envers les pays du tiers-monde et qui luttent contre cette domination économique et politique. Et ces personnes-là sont convaincues qu'une justice sociale et une justice politique en Afrique, qui est quand même le continent le plus riche sur cette planète, mais en même temps qui contient la population la plus pauvre, il y a une vraie injustice à ce niveau-là. Pour toutes ces personnes, quel message vous pouvez leur donner, soit un message de solidarité ou un message politique, mais dans le cadre de cette lutte-là, quel message avez-vous à donner à toutes ces personnes occidentales, mais qui refusent cette injustice dans le rapport Nord-Sud? Ce n'est pas un message que j'ai à donner, c'est-à-dire je pense que nous sommes tous des humains et l'histoire de l'humanité, on a vu les idées, elles passent, elles traversent des civilisations et des cultures. Et en ce qui me concerne, je ne définis pas l'homme par rapport à son appartenance, par rapport à sa couleur, par rapport à d'où il vient, hein, mais par rapport à ce qu'il est réellement et par rapport à ce qu'il est mon frère ou pas. C'est-à-dire, bon, peut-être vous m'excuserez, je reviendrai sur mon histoire personnelle, un truc un tout petit peu. Quand on a dû quitter le Congo, excusez-moi, je ne pleure pas, c'est pas l'émotion, c'est les suites de malaria. J'ai encore la malaria et la grippe. Quand on a dû quitter le Congo à cette époque, c'était un monsieur égyptien, monsieur Abdelaziz Isra, qui était allé au Congo pour offrir l'ambassade. Papi, je l'appelle, et c'est lui qui a eu l'idée de nous envoyer en Égypte avec mes frères. Bon, on a eu des passeports, des vrais faux passeports égyptiens.
Je ne vous raconte pas toutes les péripéties. On est arrivé et c'est monsieur et son épouse, donc papi et mamie, qui nous ont élevés. C'est un monsieur blond aux yeux bleus, d'origine lointaine russe. On était 6 enfants, 3 noirs et 3 blancs. Hein, ses enfants et les miens. Et quand les gens venaient, les enfants venaient dire bonjour. Mon fils, ma fille, ma fille, mon fils, mon fils. 2 filles, 4 garçons. Alors les gens regardaient avec des yeux ronds. Comme j'étais la plus petite, viens ma fille. Oui papa, ici. Maman, là-bas. Ton papa est blanc, oui. J'ai un papa blanc et maman. Un papa noir, une maman blanche et maman noire. C'est là où j'ai grandi. Et ces gens étaient musulmans. Et quand on est arrivé, les autorités égyptiennes, évidemment, les enfants Lumumba sont là. C'est Nasser qui avait donné des vrais faux passeports pour qu'on puisse quitter. Alors, mon oncle était arrivé nous voir. Il a dit, ah, monsieur Abdelaziz, vous allez en faire des parfaits musulmans. Il leur a dit, leur père me les a donnés chrétiens, ils resteront chrétiens. Zizi, sa femme, amène ses enfants à l'église. Donc on allait tous les dimanches, et puis on râlait, on a dit, mais pourquoi Magdi Bahgat et Shams ne vont pas à l'église? Ah bon, tout le monde à l'église. Tu vois, donc tous les dimanches, on allait, tout le monde allait. Pour dire que j'ai grandi dans un esprit de tolérance. Et mon père égyptien, il avait créé le African Association, qui était l'organe des mouvements de libération de l'Afrique. C'est-à-dire, c'était son bureau, il y avait la SWAPO, la ZANU, l'ENC. La maison était pratiquement les Nations Unies. J'ai connu Amilcar Cabral, Sam Nujoma, Neto. Tous ces gens-là venaient à la maison en tant que réfugiés parce que l'Égypte a énormément aidé tous ces gens-là. Pour dire que les gens qui ont les mêmes idées, qui veulent combattre pour le même combat, sont des frères. Ce n'est pas parce qu'ils sont blancs, hein, qu'on doit avoir un message spécial pour eux. On a un message spécial d'humain, qu'on a les mêmes idées, qu'on va dans la même direction. Et c'est ça qui est le plus important pour moi.